Bonjour, aujourd'hui un podcast sur l'identification des figures et procédés stylistiques dans le célèbre poème d'Arthur Rimbaud intitulé « Le dormeur du Val ». D'abord quelques petits rappels de vocabulaire. Je vous rappelle qu'ici, vous voyez que le poème est composé de 4 strophes. Ne dites pas paragraphe, dites strophe car il s'agit d'un poème. Ces 4 strophes sont composées de vers. Ne dites pas des lignes, mais dites des vers. Et écrivez vers avec un S, même s'il y en a un seul. Pourquoi? Parce que sinon, vous parlez des vers de terre, c'est beaucoup moins agréable. Vous avez la première strophe, ici, qui est composée de 4 vers. Et une strophe qui est composée de 4 vers, on appelle ça un quatrain, comme son nom l'indique. La deuxième strophe est également composée de 4 vers. Par contre, la troisième et la quatrième sont des tercets, c'est-à-dire des strophes composées de 3 vers seulement. L'ensemble, donc 2 quatrains et 2 tercets, forment ce qu'on appelle un sonnet. C'est une forme poétique traditionnelle issue en particulier de la Renaissance. Si on regarde un peu... Alors, nous allons maintenant regarder un tout petit peu plus attentivement les 2 premiers vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, etc. Je vous rappelle la règle du E muet. Souvenez-vous ici, si le E est suivi d'une consonne, il se prononce. C'est un trou de verdure. Si le nom est suivi d'une voyelle, le E pardon, est suivi d'une voyelle, celui-ci ne se prononce pas. C'est un trou de verdure où chante une rivière. On ne prononce pas, on ne va pas dire c'est un trou de verdure où chante une rivière. D'accord? Donc celui-ci également n'est pas prononcé. Enfin, la dernière règle, c'est qu'à la fin du vers, comme ici avec rivière, le E muet ne se prononce pas non plus. Il ne se prononce que donc dans un seul cas, lorsqu'il est placé devant une consonne. Il ne se prononce pas lorsqu'il est passé devant une voyelle, comme ici, et il ne se prononce pas lorsqu'il est à la fin du vers. C'était donc la règle du E muet. Alors, pourquoi cette règle du E muet? Vous allez me dire, hein, c'est un peu bizarre. Eh bien, pourquoi? Parce que Rimbaud a ici voulu garder le rythme du poème. Et c'est donc des poèmes qui sont écrits souvent en alexandrin. L'alexandrin, c'est un vers qui est composé de 12 syllabes. Et donc, vous voyez très bien qu'ici, vous avez 12 syllabes dans le premier vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Maintenant, attachons-nous un tout petit peu aux rimes. Vous voyez qu'ici, le schéma est assez particulier. Rivière rime avec fier. Haillon rime avec rayon. C'est une structure en A, B, A, B qu'on va donc appeler croisée. Il s'agit des rimes croisées. Même chose au deuxième quatrain. Nu rime avec nu, c'est le même mot. Et puis bleu rime avec pleu. On a encore une fois le schéma A, B, A, B. Et il s'agit encore une fois de rimes croisées. Par la même occasion, on peut parler des rimes elles-mêmes. Rivière et fier, il s'agit de rimes suffisantes. On a en effet le son I dans les 2 cas et le son R. Donc on a des rimes avec 2 syllabes qui sont similaires. Dans haillon et rayon, encore une fois, on a ion, et donc il s'agit de rimes suffisantes. En ce qui concerne le deuxième quatrain, on a nu et nu. Bon, bah, là c'est le même mot, ça fait 2 sons similaires. Et puis bleu et pleu, il y a aussi 2 sons similaires, le L et le E. Il s'agit donc encore une fois de rimes qu'on appelle les rimes suffisantes. Puisqu'on est dans le domaine des sonorités, regardons un tout petit peu plus attentivement les assonances. Vous en avez beaucoup dans tout le poème. Par exemple, au vers 2, accrochant follement. Et ça se retrouve au vers 3 avec argent. Alors notez qu'ici, l'orthographe est différente en ANT et puis en ENT. C'est le son qui est important dans l'assonance et non pas l'orthographe.
De la même façon, nous pouvons observer également des allitérations. Par exemple, dans la fin du poème, vous avez les parfums ne font pas frissonner sa narine. Donc ici, une allitération en F. Alors, si l'on revient au début du texte, vous voyez également aussi un phénomène d'enjambement, c'est-à-dire que la phrase ne correspond pas à la longueur du vers et qu'on a un phénomène de rejet de certaines parties des phrases au vers suivant. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, ou le soleil de la montagne fière, lui. Il s'agit d'un phénomène d'enjambement, on appelle ça l'enjambement, avec un rejet dans la phrase, dans le vers suivant. Pardon, l'idée du rejet. Ce rejet se retrouve à plusieurs moments du poème. Vous voyez que dans le deuxième quatrain, vous avez la même chose, d'or. Et puis, dans le dernier tercet, vous avez encore tranquille. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois, ce rejet est accompagné d'une ponctuation forte. Vous avez un point final après tranquille, vous avez le point virgule après d'or, et vous avez les deux points après lui. Donc ces enjambements et ces rejets sont très importants. Ils marquent une rupture dans la construction du poème. Alors, on va maintenant s'intéresser à quelques figures de style dans le deuxième quatrain. Vous avez la présence, dans de nombreuses parties du poème, de métaphores. Par exemple, ici, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Alors, je vous rappelle que quand vous avez une métaphore, il faut examiner à la fois le métaphorisant et le métaphorisé. Alors, qu'est-ce que le métaphorisé? Le métaphorisé, c'est ce dont on parle. Alors, de quoi on parle? De qui plutôt? En l'occurrence, c'est la lumière. Le métaphorisant, c'est la chose, l'objet, la sensation à laquelle on va comparer implicitement ce métaphorisé, c'est-à-dire cette lumière. On compare ici la lumière à la pluie. Et l'élément commun va être cette relation entre les deux. Dans cette relation métaphorique, il y a un lien qui s'établit entre la pluie et la lumière. Donc on peut imaginer qu'il s'agit ici d'une sorte de mouvement du haut vers le bas, qui fait que les rayons de soleil sont associés à des rideaux de pluie, en quelque sorte. Dans le premier tercet, on a également une autre image qui est la comparaison. Comme sourirait un enfant malade. Donc ici, on a le comme, l'outil de comparaison, qui nous montre qu'il s'agit d'une comparaison, donc un lien explicite qui s'établit entre deux éléments. Et puis, encore une fois, on va avoir le comparant et le comparé. Le comparé, ça va être il, c'est l'homme dont on parle, le jeune homme qui dort. Le comparant va être l'enfant malade. Et dans ce qui est le plus important dans la comparaison, comme dans la métaphore, d'ailleurs, c'est le point commun entre les deux. Quel est ce point commun, d'après vous, entre l'enfant malade et puis cet homme? Eh bien, le point commun, je pense que c'est ce sourire, le sourire de quelqu'un qui sait qu'on va s'occuper de lui. Alors, qui s'occupe de lui? En l'occurrence, il s'agit de nature. On a ce vers qui dit « Nature, berce-le chaudement, il a froid ». De quelle figure de style s'agit-il? Lorsqu'on dit nature, on va impliquer que cette nature est en quelque sorte un être humain, puisqu'on lui demande, à l'aide de l'impératif, de bercer l'enfant. Et donc nature, ici, va être une métaphore, et une métaphore qui a de spécifique qu'elle personnifie l'idée de nature. D'accord? Donc il s'agit ici d'une personnification. Je veux également attirer votre attention sur une figure de style qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'utilise pas souvent et qui est pourtant assez présente dans les textes, c'est le polyptote. Alors le polyptote consiste à utiliser de façon assez proche, dans la même phrase ou dans le même paragraphe, des mots de la même famille ou bien des déclinaisons d'un verbe. Donc par exemple un verbe ici au participe présent, et puis le même verbe, sourire, au conditionnel présent. Il s'agit donc ici d'un polyptote. Alors bien sûr, le polyptote, dans ce cas, est destiné à mettre en valeur l'idée du sourire, qui est assez paradoxale, puisqu'on apprend à la fin, évidemment, que le soldat est mort. Il a 2 trous rouges au côté droit, fait référence à la mort. Une autre petite remarque de vocabulaire, il s'agit des hémistiches.
Dans un alexandrin, vous avez deux parties qui sont séparées par la césure. Donc dans ce vers, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, ici. Vous avez deux hémistiches. Le premier hémistiche est celui-ci. Il dort dans le soleil. Et qui fait 6 vers. 6 syllabes, pardon. Le deuxième hémistiche va être la main sur sa poitrine. D'accord? Et donc on parle d'hémistiche. L'hémistiche est séparé de l'autre par ce qu'on appelle la césure. Et lorsque la césure se trouve au milieu, comme ici, on a 6 d'un côté et 6 de l'autre, on appelle ça la césure. On dit que la césure est à l'hémistiche. Encore une petite chose, pour rendre les choses vraiment difficiles à lire, la fin, hein, elle est très célèbre, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Là, on comprend maintenant que Rimbaud parle de la mort. On avait l'impression que le soldat était en train de dormir. En fait, on réalise que ce soldat est mort. Il a 2 trous rouges au côté droit, c'est-à-dire qu'il s'est fait tuer d'un coup de revolver ou de fusil. On a cette figure de style en particulier qui consiste à dire les choses, mais sans les dire vraiment. Il faut les deviner. Alors, lorsqu'on devine, cela veut dire que les choses ne sont pas dites explicitement, qu'elles sont implicites, et dans ce cas, il s'agit de la figure de l'euphémisme. L'euphémisme est là pour atténuer une pensée qui est difficile. En l'occurrence, la pensée de la mort ici, et en particulier la mort de quelqu'un de jeune, de quelqu'un d'innocent. Donc il s'agit d'une atténuation d'une réalité trop difficile à exprimer de façon explicite. La dernière chose que sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est une sorte d'effet de clôture. Alors qu'est-ce que c'est l'effet de clôture? C'est le fait que parfois la fin d'une œuvre renvoie d'une certaine façon au début de cette œuvre. Alors je ne sais pas si vous avez vu un lien, mais il y en a au moins un au niveau du vocabulaire qui est assez intéressant, je trouve. C'est le fait que l'auteur a réutilisé le mot trou. Je ne sais pas si vous avez vu dans le premier vers, c'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est une métaphore, la métaphore de l'endroit où se trouve le soldat. La fin, il s'agit d'une autre métaphore, mais qui va caractériser la blessure mortelle du soldat. Il a 2 trous rouges au côté droit. D'accord? Et donc on appelle ça l'effet de clôture, le fait que dans la fin d'une œuvre, on ait une certaine référence au début. Alors voici un petit point de rappel de ce que nous avons vu aujourd'hui. D'abord plutôt le vocabulaire général de la poésie. Le texte est écrit en alexandrin, ce sont des vers, n'oubliez pas, non pas des lignes, ce sont des strophes, non pas des paragraphes. Il s'agit d'un sonnet qui est composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Pour chaque alexandrin, vous avez 2 hémistiches qui sont séparés par une césure, le plus souvent au milieu, mais pas toujours. On a aussi revu la règle du E muet. Donc ce E se prononce devant une consonne, ne se prononce pas devant une voyelle ou à la fin des vers. On a aussi étudié la structure générale d'un poème. On a vu les rimes. Elles peuvent être pauvres, suffisantes ou riches, suivant le nombre de syllabes qu'elles ont en commun. Elles peuvent aussi être suivies, donc c'est le schéma AA, BB, CC, etc. Ou elles peuvent être croisées, comme dans le poème AB, AB, CD, CD. Parfois, elles sont embrassées, et donc le schéma est le suivant, A, B, B, A. On a vu aussi l'effet d'enjambement qui fait qu'une partie de la phrase est rejetée au vers suivant. La phrase est plus longue que le vers lui-même. Le contraire, ce serait le contre-rejet, c'est-à-dire que le petit bout de phrase se trouvera à la fin du vers. Et on a noté qu'à chaque fois, il y avait une ponctuation forte après ce rejet. On avait les 2 points, on avait le point-virgule, donc 2 points, point-virgule, et puis un point final lors du dernier tercet. On a également travaillé l'effet de clôture avec le mot trou qui se retrouve au début et à la fin du poème. On a analysé certains effets sonores, comme l'allitération, c'est la répétition d'un même son consonantique. Et puis l'assonance qui est la répétition d'un même son vocalique. Notez que je n'ai pas dit consonne ou voyelle. Pourquoi? Puisqu'il s'agit du son et non pas de l'orthographe. Enfin, on a vu quelques figures de style. La comparaison, donc n'oubliez pas qu'il s'agit de parler du comparé et du comparant,
de l'outil de comparaison et de ce que je vais appeler PC, le point commun. C'est ça qui est le plus important, le point commun, puisque c'est ça qui montre en fait l'idée derrière le lien entre ces deux éléments différents. De la même façon, vous avez la métaphore, pareil, métaphorisé, métaphorisant, et point commun entre les deux. La personnification, mère nature, donc est un type de métaphore particulier où l'on prête des qualités humaines à quelque chose qui n'en a pas. Le polyptote, c'était intéressant, autour du verbe sourire. On avait plusieurs formes du verbe sourire, et donc il s'agissait d'un polyptote. Enfin, le dernier vers ici est un euphémisme, puisque au lieu de dire la mort, on va simplement la montrer à l'aide de l'image des deux trous au côté droit du soldat. Voilà, merci de votre attention et à une prochaine fois.